sont toujours là, nos chers invités. Avant d'aborder le sujet sur le Togo, on continue un peu avec la Gambie. Marc Aboflan, cette alliance entre le parti de l'ancien président Yaya Jammeh et celui de l'actuel Adama Barrow, ça vous surprend aussi? Non, ça ne me surprend pas. J'avais dit même dans ce studio même que à l'allure que prend Adama Barrow, si il n'y avait rien en face de lui, il risquait de s'allier avec Yaya Jammeh, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et vous allez voir dans cette Gambie-là, dans les prochaines années, Adama Jammeh et Yaya Jammeh va revenir comme si de rien n'était, parce que c'est la condition que pose justement son parti pour cette alliance. Vous savez, le problème gambien est extrêmement simple. On a un président qui est manifestement incapable de tenir les espoirs. C'est cet espoir, cette espérance-là que portaient tout à l'heure Ambroise et David. Et j'essaie de leur expliquer que généralement, on a des gens qui viennent au pouvoir et une fois qu'ils ont goûté aux délices du pouvoir pendant quelques jours, veulent tout faire pour y rester. Dans le deal de cette coalition-là qui a porté Adama Barrow au pouvoir, il était question qu'il allait faire qu'un unique mandat. Il était question qu'il allait prendre un certain nombre de décisions. Il était question qu'il allait répartir même les postes de responsabilité jusqu'aux institutions de la République, aux directions générales, équitablement, avec les différents partis de son alliance. Mais une fois au pouvoir, l'homme d'affaires a pris le dessus. Et d'abord, il y a eu ce divorce-là avec l'alliance qu'il a porté au pouvoir. Il y a eu ces différentes manifestations de ce peuple-là qu'il a porté et qui finalement l'a rejeté à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, Adama Barrow n'a pas, comme le dit Ambroise, besoin d'aller dans sa sombre pour se sentir seul. Il est au pouvoir, mais aujourd'hui, il se sent seul. Et esselé, il a besoin de chercher des alliances, s'il veut, en tout cas pour les 5 prochaines années, se maintenir au pouvoir. Et les seules personnes à même de lui apporter cette alliance-là, parce que ses alliés d'antan, ceux qui l'ont porté au pouvoir, aujourd'hui sont tous contre lui, c'est le parti de Jammeh. Et le parti de Jammeh trouve en cette alliance un espoir d'une seconde vie, l'espoir d'un retour de Jammeh au pouvoir. Et je pense que pour le parti de Yaya Jammeh, c'est quand même une bonne opportunité. Ouais. C'est intéressant pour eux de saisir cette balle au bon. C'est vrai que Adama Barrow va s'enterrer seul, mais vous savez, quand un pays fait plus de 25 ans, 27 ans, dans le cas de la Gambie, en dictature, elle ne développe pas la démocratie aussi rapidement dans les premières années. Et quand vous avez des personnes de peu de foi, des personnes sans foi ni loi, comme Adama Barrow qui prennent le pouvoir, ils trouvent toujours le moyen de replonger, parce que le peuple a été habitué à vivre dans la dictature. Et donc, les gens sont plus habitués aux réflexes dictatoriaux que aux bonnes pratiques de la démocratie. Et donc, quand quelqu'un vient faire les bonnes pratiques de la démocratie, c'est un changement auquel les gens sont réfractaires. Les gens sont rapidement plus enclins à replonger dans les dérives dictatoriales, et c'est ce qui est en train, malheureusement, de se passer en Gambie. Et moi, je crains qu'on aille justement, que cette alliance soit conclue, et qu'avec le matraquage, que l'armée soit utilisée pour maintenir sous domination ce peuple gambien-là, et que Adama Barrow puisse obtenir ce second mandat qu'il cherche tant. Sans doute la condition, David, comme Marc l'a dit, le retour de l'ancien président Yaya Jammeh au pays, et donc l'abandon de toutes les charges possibles contre lui. Ça va être très difficile. Hein. Jammeh n'était pas parti de la Gambie parce que Adama Barrow venait au pouvoir. Jammeh avait été forcé de quitter la Gambie. Hein. Vous vous rappelez le déploiement des forces de la CEDEAO, appuyé surtout par le président Macky Sall. Et quand il est parti, il a trouvé exil chez son ami, l'autre dictateur équato-guinéen, Teodoro Obiang. Et à la suite de son départ, beaucoup de dossiers judiciaires ont été sortis. Il faut éponger ces dossiers judiciaires avant que Jammeh ne revienne en Gambie, quel que soit le prix à payer pour former cette alliance avec... On peut effacer tous ces dossiers. On connaît aussi... C'est pas possible. C'est déjà à l'échelle africaine. Oui, comme vous le dites. Oui. On a tué des gens. Ça peut être effacé, mais en face, il y a des réalités qui sont là. Les Gambiens attendent Jammeh au tournant.
Et s'ils attendent jamais au tournoi, ce n'est pas parce que Adama Barrow a besoin d'une prochaine victoire aux D'abord, lui, il est qui pour pouvoir Qui tenir la va- page jamais? qu'il va outrepasser le verrou Il y a judiciaire. des crimes qui sont Mais imprescriptibles. pourquoi Djamé ne rentre pas en Guinée? Djamé peut décider de rentrer en Guinée, en Gambie à tout moment. Pourquoi il ne rentre pas? Non, il ne peut pas. Et donc voilà, pourquoi il ne peut pas rentrer? Parce qu'en face, il y a des dossiers qui l'attendent. Et aujourd'hui, même si Barrow reçoit l'onction ou le soutien du parti de Djamé, je ne crois pas qu'à la suite de sa réélection, Barrow ouvrirait les portes à Djamé pour revenir en Gambie. Déjà Vous que ne le voyez pas respecter les termes de c'est cet monsieur qui ne accord. respecte pas les accords. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec les partis alliés. Il ne respecte pas les accords. Il a dit clairement, il a été élu pour gouverner et non pas pour partager. Même si c'est une alliance qu'il a portée au pouvoir, Barrow avait dit que c'est lui le chef de l'État, c'est lui le décideur. Donc on le laisse travailler. Et donc il a botté ces alliances-là. Personne n'a réagi. Et donc c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Même s'il promet au parti de Djamé qu'il signerait le décret pour faire revenir Djamé en Gambie, il ne le ferait jamais. Au pire, ça risquerait de se retourner contre lui. Parce qu'aujourd'hui, les Gambiens n'ont pas encore fini de digérer tout le mal que la dictature de Djamé avait causé en eux. Moi, Ambroise? je pense qu'il y a... Djamé a commis au cours de son mandat dictatorial des crimes imprescriptibles. Et quand on parle de crimes imprescriptibles, il y a des crimes contre l'humanité qu'on peut recenser en Gambie, hein, sous le mandat de Djamé. Il y a des crimes de torture qui sont... L'assassinat des journalistes. Donc ce sont des crimes qu'on ne peut pas élaguer d'un revers de main par la seule volonté, chapeau déposé, d'un certain Barrow. Non, 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 non. Si. Ça dit que s'il veut devenir président pour un 5e mandat, pour un 2e mandat, il n'a qu'à aller. Mais ce dossier-là dépasse le stade même de la Gambie. Parce que quand la personne commet un crime imprescriptible, un crime qui tombe dans le domaine de crime contre l'humanité, ça dit qu'il devient un crime, il y a même un crime de guerre, il peut y avoir des crimes de guerre. Ça, on n'a pas encore recensé. C'est des crimes éligibles devant la Cour pénale internationale ou devant des mécanismes africains juridictionnels. Donc, moi, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Il peut faire une alliance même avec le diable en personne pour faire son 2e mandat. Mais qui se garde de commettre cette bourde-là. Parce qu'il veut avoir l'électorat de Yaya Jammeh, il va le faire venir en Gambie. Ce serait chaud pour lui. Bon, Ah ouais, vous savez, la Gambie a fait le choix sous Barrow de la justice transitionnelle. Ouais. Et quand on fait le choix de la justice transitionnelle, on évite de donner des suites pénales à un certain nombre d'affaires. La Gambie n'est pas non plus partie à la Cour pénale internationale. Mais il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qui peuvent le traquer. Du statut de Rome. Et donc, à mon avis, ça sera compliqué d'en arriver là. Et il ne faut pas oublier que je pense, c'est le TIAAC qui a été mis en place. Donc, cette commission justice, vérité, réconciliation qui a été mise en place et dont le procureur général, qui lui-même est censé donner son rapport dans ce mois de septembre, est candidat aux élections de décembre prochain. Et donc, à mon avis, il y a quand même un imbroglio qui ne dit pas son nom. Parce que moi, je commence par me demander si le rapport de ce procureur général sera fidèle en réalité aux exactions telles que commises, parce que son rapport doit couvrir les exactions de toute la période Jammeh. Et donc, à mon avis, il y a un imbroglio, il y a une obsession pour le pouvoir qui a atteint tout un chacun des personnalités de premier plan au sein de la Gambie. Mais il ne faut pas oublier non plus que les pro-Jammeh demeurent puissants pour avoir tenu l'appareil de l'État. Et puis en matière de ressources financières, ils possèdent tout ce qu'il faut pour soutenir un candidat et le faire gagner, même s'ils savent que le contexte actuel ne leur permet pas d'être au premier plan. Et donc, il y a un capharnaüm gambien que nous allons suivre dans les prochains jours. Alors, on termine par le Togo Covid-19. Va ou doit-on durcir les mesures restrictives face à l'augmentation des cas de Covid-19? On va d'abord étudier le prisme. Va-t-on durcir les mesures? Avant d'étudier, doit-on durcir ces mesures? David, va-t-on le faire?
Bon, le dossier de la Covid, là, finalement, nous-mêmes, en tant que journalistes, on ne comprend rien. Vous ne maîtrisez plus. On ne maîtrise plus. Au départ, on était tous là, on avait les bons chiffres. Mais après, on a l'impression que des réalités nous échappent régulièrement. Si le comité qui gère cette crise estime qu'il faut durcir les mesures barrières, bah, il faut qu'il se justifie. On parle de hausse de cas de contamination. C'est vrai, nous en sommes tous conscients que la Covid existe, oui. Mais je pense que quand on compare notre cas à celui d'autres pays, nous sommes encore sous la bénédiction de Dieu, sous la protection de Dieu. Vous êtes l'un des meilleurs. Voilà. Nous avons quand même des statistiques qui ne donnent pas froid au dos par rapport à d'autres pays. Et aujourd'hui, la Covid est arrivée aussi à un niveau où il y a une sorte de maîtrise dans le monde entier. Il y a 1 an, 2 ans de cela, lorsqu'on parle de Covid, ce n'était pas avec les mêmes assurances. Aujourd'hui, il y a quand même cette assurance que au niveau de notre pays, la Covid est sous maîtrise. En tout cas, les autorités disent que nous sommes le meilleur pays en Afrique, si je ne m'abuse, dans la lutte contre cette Covid-là. Alors, pourquoi il faut encore aller jusqu'au durcissement des mesures barrières? C'est pour prévenir. C'est pour ramener les Togolais à rester dans la marge de la prévention et de la protection contre cette Covid-là. Mais derrière ce durcissement, au cas où les décisions venaient à être prises par le comité, derrière ce durcissement, il faut aussi voir la réalité qu'il y a, ce qui se vit au quotidien par les Togolais. Le blocage des activités dans beaucoup de domaines, le coût que l'économie a reçu, le désir des Togolais de relancer leur secteur d'activité, l'envie de tous ces Togolais de sortir de cette crainte-là. Et derrière, il faut aussi une sorte d'accompagnement de la part du gouvernement. Ils l'ont déjà fait, on les a applaudis. Il faut qu'ils continuent encore. Il faut continuer. Voilà, pour que lorsqu'ils viendront à prendre des décisions pour durcir ces mesures barrières, on comprendra aisément que derrière le gouvernement est aussi sensible aux Togolais. Ambroise, avec vous, on va voir le doit-on plutôt. Doit-on durcir les mesures restrictives? Non, moi je pense que cette phase, on a évolué dans cette phase. Quand vous allez en Russie, la Russie a compris que cette pandémie a complètement détruit son économie. Pas détruit, mais a mis en veilleuse totalement son économie. Et donc, qu'est-ce que la Russie... Pourtant, il y a eu des dizaines de milliers de morts en Russie. Même en Chine, où on ne donne pas totalement les chiffres. L'Afrique n'a pas connu les mêmes hécatombes que ce que les autres pays ont connu. Mais c'est parce qu'on n'a pas de système sanitaire fiable que les dirigeants africains ont voulu prendre le taureau par les cornes et ils en sont arrivés depuis mars 2020. Aujourd'hui, le Togo en particulier, depuis que cette histoire de virus est arrivée, on sait que le Togo a fait un effort en la matière avec l'accompagnement des médias sur les coups-feux qui, dans un premier temps, ont mal tourné, mais qui, au final, ont été compris par les Togolais. Le port obligatoire de cache-nez est toujours existant. Et ensuite, les mesures barrières, c'est vrai qu'il y a un relâchement, il faut le reconnaître. Mais moi, je ne vois pas qu'il faille encore aller durcir. Non, non, non. C'est-à-dire que, quand vous prenez les fêtes traditionnelles, par exemple, il y a des séminaires, des ateliers actuellement, hein, il y a des fêtes qui se font dans plusieurs quartiers, dans des zones. Quand vous circulez, vous allez voir ça. Mais ils ont laissé faire. Les fêtes traditionnelles, ça dure combien de temps? Ça dure à peu près 4 heures. Sur un terrain, il suffit que ça soit organisé. C'est juste un exemple que je donne. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça amène souvent les natifs du milieu de la ville, de la capitale, vers la contrée, qui achètent beaucoup de produits agricoles, qui laissent aussi des devises là-bas avant de partir, qui permet à d'autres personnes de créer des activités génératrices de revenus, parce qu'il y en a des patrons qui sont là, qui ont des millions, mais qui ne retrouvent jamais dans leur village. C'est la seule occasion où on les retrouve, et on les coach, on les prend au moins 50 000, 100 000, qui permet à quelqu'un aussi de mener cette activité. On a coupé tout ça. Alors qu'on pouvait s'organiser, respecter les mesures barrières et organiser ces célébrations-là. Vous voyez? Et donc, non, c'est juste un exemple que je donne. A envie de retourner fêter dans son village. Non, moi je ne parle pas de moi. Je me rappelle du communiqué de Pontre. Le communiqué là n'était pas au hasard. C'est une pression sur le gouvernement. Vous n'avez pas compris ça? Le communiqué de la fête des imams.
Et quand vous remontez là-bas, les gens étaient mécontents parce que c'est la seule occasion qui permet et aux dignitaires, à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui sont des patrons, des grands frères, de revenir. Ouais. C'est ça. Moi, c'est un communiqué dûment fait pour faire pression sur le gouvernement de relâcher prise, mais tout en amenant les gens à respecter les mesures barrières. Donc moi, je ne suis pas pour qu'il y ait une prise. Quand je prends, par exemple, seul la moto, en quoi je suis exposé à être contaminé si je prends quelqu'un derrière, je suis obligé de porter cache-nez qui derrière moi, personnellement, moi, me dérange, qui souvent tombe. Maintenant, si vous êtes seul sur votre moto, comme vous êtes seul dans votre véhicule, en quoi c'est obligatoire de porter un casque? C'est des dichotomies qu'il faut élaguer, qu'il faut supprimer. Donc moi, je dis qu'on n'a pas besoin d'aller là. Le gouvernement fait bien de surveiller la chose. Il faut mettre un accent sur la sensibilisation du respect des mesures barrières et du port de masque. Ça peut aller. Ouais. Marc Aboflan, on est quelquefois surpris par les décisions des forces de sécurité. Vous marchez, vous êtes ensemble, vous êtes deux, vous marchez, vous ne portez pas les masques, on ne vous dit rien, mais quand vous êtes sur moto, vous ne les portez pas. C'est bizarre. Il y a un double débat. Il y a un double débat qu'à mon avis, il ne faudrait pas mélanger. Il ne faudrait pas considérer en tout cas les agissements, les comportements d'un certain nombre de forces de l'ordre, d'un certain nombre de proposés à la GMS qui profitent de cette histoire de Covid, en tout cas de cette pandémie pour se faire des sous. Ils le font aux frontières, ils le font aux différents postes de contrôle. Ça, c'est différent de la maladie. Donc, il faut, à mon avis, différencier ceux qui vous arrêtent à tout prix parce qu'ils veulent 2000, 3000 ou même des fois que 500 et ceux qui font un véritable travail de prévention. Et donc, peut-être on pourra faire un débat sur la qualité du travail de prévention que font ces forces de l'ordre. Mais je pense quand même que la situation, à mon avis, est alarmante. Nous sommes actuellement dans les plus de 150-200 contaminations journalières. Et quand on prend l'état de nos structures sanitaires, Ambroise comparait au début le Togo et la Russie, la Chine. Mais le drame, justement, est que dans ces pays-là, nous avons, par exemple, un lit pour 100 personnes. Ça, je l'ai dit. Dans un pays comme le Togo, nous n'avons même pas un lit pour 10 000 personnes. Et donc, c'est compliqué. Déjà, les centres de prise en charge sont saturés. Et donc, à mon avis, il ne faut peut-être pas durcir les mesures existantes, mais durcir leur mise en application. Parce que les mesures sont là, mais on ne les met pas en application comme il faut. Et donc, il faudrait que ceux qui prennent de l'argent, 500, 1000 francs, ou parce que vous n'avez pas porté de cachet, s'assurent réellement que les manifestations qui sont interdites le soir, les regroupements qui ne doivent pas dépasser 50 personnes le soir, que quand il y a ce genre de regroupement, que systématiquement les gens portent les masques et tout ça. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de veiller à l'application stricte des mesures barrières telles qu'elles sont édictées, première chose. Une seconde chose, il faudrait continuer la sensibilisation. Et je pense que sur cet aspect sensibilisation-là, tout le monde est un peu relâché, ce qui fait que même dans la mise en œuvre, dans l'application des mesures barrières, il y a un relâchement au niveau national. Et pour moi qui reviens tout à l'heure de l'intérieur du pays, encore à Lomé, vous avez en ville des gens qui font semblant de porter des masques. Mais à l'intérieur, non, c'est... on a même l'impression que... Il n'y a pas la maladie au Togo. Il n'y a plus de pandémie. Alors que les centres de santé de ces zones-là sont justement saturés. Et puis, il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont atteintes de la maladie, qui constatent les symptômes et qui n'ont pas le courage même d'aller vers les centres de santé. Et je pense même que si nous continuons sur cette allure-là dans les prochains jours, nous n'aurons plus assez de place, ou en tout cas, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont prises en charge déjà aujourd'hui dans leur domicile. Donc, nous n'aurons plus assez de personnel de santé pour faire le suivi de ces personnes-là. Donc, il faut, à mon avis, deux choses essentielles. Une prise de conscience de tout un chacun pour être un frein à la maladie, parce que la Covid en tant que virus ne circule pas seul. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient porteurs du virus, qui le fassent circuler. Et puis, secondo, il faut veiller. Et là, il y a un groupement mixte de protection qui a été mis en place, dont on ne voit plus finalement le travail. Donc, il faut veiller à l'application stricte des mesures qui sont édictées pour nous permettre quand même de contenir cette vague-là qui est chez nous. David, cette question, on doit la poser. Le Covid-19, c'est seulement à Lomé ou bien
partout au Togo. Bah, c'est pas seulement partout au Togo, c'est partout dans le monde. Et c'est terrible le constat qui est fait à l'intérieur. Hein. Même pas à l'intérieur, même c'est encore loin. Sortez de en allant vers Tchévier là. Ouais. Allez à Zanguera ici. En allant vers Palivine. Oui. Allez là-bas dans les périphéries là. Vous verrez. Mais personne ne porte de masque. Et on ne s'en émeut pas. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, la Covid n'existe plus. Et donc il faut que le gouvernement comprenne la nécessité aussi de demander l'accompagnement des médias. Ouais. Seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. La communication, elle a baissé depuis quelques temps. Et la preuve, ça s'arrête dans leur bureau, là, où ils font leur conférence de presse, c'est tout. Et que le colonel, comment il s'appelle, Djibril, revienne avec une campagne de communication assez avancée et associer les médias. Les médias avaient abattu un travail formidable. L'année dernière, moi, j'étais au devant de cette campagne. J'ai vu les médias étaient appelés au ministère de la Santé. Je pense qu'il y a de cela 2 ou 3 semaines. Pour les inciter à continuer le travail. Mais ça ne s'incite pas gratuitement. On parle de milliards qui sont injectés dans cette pandémie-là. Le chef de l'État dit qu'on cherche 400 milliards. Je pense qu'on a dépassé les 200 milliards. Mais sortez de l'argent, payez les médias. On a eu 364 milliards selon le bilan du chef de l'État. Enfin, Faure Gnassingbé, selon nos informations, a débloqué de l'argent, énormément d'argent. Mais il y a du business qui se fait dans cette histoire. L'argent là est concentré où? C'est en cela que je suis d'accord. La communication n'est pas concernée. C'est en cela que je suis d'accord. C'est des structures qu'il faut les changer là. Ceux qui dirigent le comité, tout ça là, il faut les remplacer pour pouvoir s'assurer que, comme les Français le font souvent. La sensibilisation peut être réussie si on utilise les canaux de diffusion ordinaires, les médias. Il n'y a aucun comité de suivi. Il n'y a rien qui contrôle la gestion des fonds. Donc aujourd'hui, il faut que le comité là accepte d'ouvrir les portes pour que les médias viennent à son... Nous sommes existants au Togo depuis des années. Ce comité ne nous a jamais invités. Comment on dit ça? Moi, comment on dit ça, moi? On ne s'en émeut même pas. Parce que nous, on est là. Quand on pèse bien, c'est bon. Ça dit que... Moi, j'aurais appris que le président, Faure Gnassingbé, a débloqué. Il a mis tous les moyens financiers pour que cette lutte-là soit faite de la manière la plus propre. Mais c'est ceux-là qui sont mis à la tête, que ce soit ministre, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du comité là, dont certaines choses sont floues. Si c'est comme ça, comme les Français le font habituellement, on emmène un DG de Total. Hein? Il fait 3 ans, il part. Quand le président du comité fait 1 an, larguez-le, prenez quelqu'un pour qu'il y ait transparence dans les choses. Moi, je veux que ce soit clair. Ça dit que je n'ai rien contre lui, je ne lui reproche rien, mais parce que ça, nous sommes les journalistes, on a des grandes oreilles, il y a des choses qui se ressassent. Même au sein des médecins, au sein du corps soignant, il y a des choses qui se disent. Ça dit que il y a les tests PCR qu'on fait. Je ne sais pas si la machine comprend pour faire les tests, les tests par le PCR. Il y a un autre test pour le variant Delta. Est-ce qu'il y a la machine, on l'a achetée? De toutes les manières, on ne m'a jamais invité à leur histoire de conférence de presse, là, tout ça là. Mais ce que moi j'entends là, je dis au président, monsieur, c'est vous qui avez le bic du décret. Vous pouvez gommer ces gens-là et amener autre personne. Parce que la personne fait longtemps à un même poste, la corruption s'installe. Il n'a pas encore fait longtemps, hein. Il n'a pas encore fait non, ici nous sommes dans une case de pandémie. 6 mois déjà, c'est bon. Vous faites 6 mois, on vous vide, quelqu'un d'autre vient, on vous vide. C'est clair. Parce que plus la personne dure là-bas, plus la personne dure au poste, il crée des réseaux. Je vous dis, nous on va sortir un dossier la semaine prochaine sur l'escroquerie même, la corruption qu'il y a à l'aéroport autour de cette test Covid. On va revenir dans tout ça. Il y a à mon avis, des préoccupations qui sont justifiées ici. On a quand même, il y a un certain flou kafkaïen autour de la gestion des ressources allouées au comité Covid. Et moi, a priori, c'est vrai que c'est des questions qui sont importantes, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter la pandémie? Parce que même si 2 personnes, 3 personnes font de la corruption, finissent par bouffer les ressources ou font ce qu'ils ont à faire avec les ressources, au finish, il y a ce qu'on appelle les soldats de la pandémie. C'est d'abord les médecins, les journalistes, et ces corps-là, à mon avis, ont besoin du soutien nécessaire. Il y a quelques jours encore déjà, il y a eu ce sitting-là annoncé qui a déjà commencé. Il a fallu le ministre
de la santé était dépassé, il a fallu l'intervention du ministre Bawara pour que ce sitting-là puisse être maîtrisé. Mais comment ces choses-là inquiètent aussi. Et c'est pour ça que s'il y a de nouvelles mesures, ou en tout cas si on durcit les mesures, ça va être difficile à expliquer, à faire avaler aux populations. Comment vous êtes en pleine pandémie et vous laissez les médecins aller à un sitting sans trouver les voies et moyens pour contrer cela avant. Pas contrer dans le sens les empêcher, mais discuter ou revenir. Et Michel, donc, c'est ce dont on parle qu'il faut dégommer. vous êtes Et le dans ministre cette- et le président du comité de quoi. Tout ça là, allez. C'est-à-dire, même ceux qui gèrent comment on appelle ça, l'histoire de CHL là. Ça y est, je n'ai rien contre eux. Le mécanisme voudra que 6 mois après, il faut dégommer, Non, moi, il faut amener moi, autre moi, j'ai personne. quand même une dent contre le C'est comme ça. ministre de la santé. Que Moi, j'estime être moi non plus. non, moi j'ai une dent contre lui. Toi, tu dis que tu n'as pas de dent contre Moi, lui. je n'ai pas de dent. Moi, en tant que Quelqu'un fait 6 citoyen, mois, j'estime 1 an, il faut le dégommer. qu'il n'a pas du tout été présent au devant de la pandémie, comme on a vu. Et il a plutôt cédé sa place. Il est trop amorphe. Santé Il est trop amorphe. Au président du comité Covid, Oui. qui aujourd'hui fait plutôt office de ministre de la Santé. Et moi... Il semble qu'il a ça repris la main. Il semble qu'il a repris la main. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'estime Lui, il est tout puissant là-bas, que hein, le ce président du comité là. que le professeur Midiawa a été quand Il est tout même puissant là-bas. assez absent depuis le début de Oui, la gestion de oui, la pandémie. oui. Le comité a été créé par décret présidentiel. Ça ne répond pas à ma préoccupation. En tout cas, Ça ne répond pas à ma préoccupation parce que même si Ça doit être sous le ministère de la Santé. C'est comme ça. Oui. Pas décret. non. présidentiel. Il faut sauter tout ça là-bas. Là. Le décret, le comité est sous la présidence de la République. Le comité est sous la Et présidence de la raconte au République. chef de Mais le l'État, travail pas du comité n'empêche pas le ministre de la Santé d'être D'être au-dessus de la mêlée. Mais ce n'est pas pour rien qu'on prend un ministre de la Santé médecin. Oui. On le prend parce qu'a priori, il doit être celui qui comprend le mieux Oui. ses collègues, ses confrères. Mais depuis qu'il est arrivé, Ils les ont fait crises leur temps, là. avec Michel, ils ont fait leur les temps. médecins Ils n'ont qu'à et tout partir. ça ne font Pas que doute. continuer. Donc, à mon avis, quand même, il y a un problème d'homme aussi. Et avant d'imposer de nouvelles mesures aux Togolais, parce que au-delà de ce qui se passe au Togo, nous voyons un peu aussi dans la sous-région. Et les mesures, on ne durcit pas forcément les mesures dans les autres pays de la sous-région. Moi, je ne pense pas que les choix de notre pays ne sont pas judicieux, mais j'estime que il faut, je ne sais pas s'il faut balayer la maison ou mettre de l'ordre dans la maison gestion de Covid. C'est important. Je voudrais, Vous terminez. oui, je voudrais chuter en disant que je disais, je n'ai rien contre ce monsieur. Hein. D'abord, je ne connais même pas celui dont vous parlez, colonel Djibril, je ne l'ai jamais vu. Peut-être à la télévision, il a même un cache-nez, donc je ne le connais pas. Un ami des journalistes. C'est un ami d'un journaliste. Il n'est pas mon ami, parce qu'il ne m'a jamais invité dans son truc-là. C'est pas ça qui m'importe. Mon problème, c'est Fognan Singbe. Vous nommez quelqu'un, c'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre la corruption et les fraudes dont on parle, les escroqueries là, qu'on en parle, il y a un président de comité de mars 2020 à mars 2021, ça fait 1 an. Dégommer ces gens-là, sur toute la ligne. Non seulement sur toute la ligne, même sur toute la chaîne, le ministre lui-même, le président du comité, celui qui gère le centre CHR, tous ceux qui s'occupent de ça là, il faut tous les élaguer, prendre autre personne, pour s'assurer que il n'y aura pas la corruption dans la chaîne. Parce que plus vous laissez les gens longtemps, ils sont connectés. Même des intrants qu'il faut acheter, les gens vont détourner ça. Est-ce que le ministre Iou Ateba est encore à la direction du CHR? Moi, je ne connais pas, je ne connais pas qui est là-bas. Je ne connais pas la personne. Merci beaucoup à vous, David Diagbari. Merci. Vous êtes de togosite.com. Merci également à vous, Marc Aboflan, directeur de publication de Élite d'Afrique. Voilà. Merci, Ambroise Ponjo, directeur de publication des Gardiens. Allez, merci également à vous pour votre fidélité à l'émission. Excellente suite de nos programmes.